Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de mon nom, c'est Jean-Philippe Trottier. Oui, c'est ça, c'est moi. Parlons donc de la course à la chefferie du Parti québécois qui verra dévoiler le nom du nouveau dirigeant le 7 octobre prochain. Un premier débat officiel a eu lieu le 11 septembre à Sherbrooke, précédé d'un autre tenu en marge de l'organisation du parti le 6 septembre à l'Université de Montréal, suivi de celui du 18, également en marge au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des échanges acrimonieux ont eu lieu notamment entre le candidat Jean-François Lisée et Alexandre Cloutier, le tout avec l'éruption de la question jamais enterrée de l'identité. Le point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste, président de Génération Nationale, qu'on va appeler SPST à l'occasion. Bonjour SPST. Bonjour JPT. JPT, c'est Jean-Philippe Trottier pour les amateurs. Pour les amateurs seulement. Et les autres, c'est Jean-Philippe Trottier. Il y a 4 candidats qui s'affrontent. Est-ce qu'on peut faire un bref résumé de qui sont, ce qu'ils pensent et où ils veulent aller? Oui, au niveau des positions, disons, socio-économiques, on est dans les nuances de gris, là. On a 4 candidats assez sociaux-démocrates. Il y a quelques petites différences, par exemple la question de la nationalisation de l'Internet. Il y a eu quelques petits... Là, c'était Madame Ouellette, oui. Sauf que, de façon générale, on peut se dire que c'est la question de la souveraineté et la question de l'identité qui ont été les deux enjeux qu'on pourrait dire polarisants dans cette course-là. Parce que le Parti québécois, c'est le parti aussi de l'identité, non? Oui, tout à fait. Mais qui a parfois entretenu un rapport un peu trouble face à cette question-là. On y viendra, parce que c'est une question qui n'est jamais réglée. Et, alors, la question de l'indépendance, il y en a qui veulent que ce soit dans le premier mandat, donc Martine Ouellette, ça c'est, on ne discute pas, on sera élu, on fait le référendum, on fonce de l'avant, soyons volontaristes. Et très important, ça passe par une alliance avec les autres partis souverainistes. Donc, Québec solidaire et Option nationale. Et ça, c'est très, très important dans le programme de Madame Ouellette pour en arriver à un référendum gagnant dans le premier mandat. Les 3 autres ont l'air d'être un peu plus... Faisons d'abord un premier mandat pour réunir peut-être pas des conditions gagnantes, c'est pas le mot qu'on utilise maintenant, mais convergeons, puis après, dans le deuxième mandat... C'est-à-dire que ça, c'est la ligne de Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, d'ailleurs, est le seul avec Martine Ouellette qui s'engage à en tenir un, mais pas dans le même mandat. Autrement dit, Jean-François Lisée, lui, nous dit pendant le premier mandat, on va remettre le Québec sur pied, on va chasser les libéraux, c'est extrêmement important, mais le référendum sur la souveraineté, ce sera pour un second mandat, donc à partir de 2022. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui recueille, je crois, 1% d'intention de vote de la part des militants, il y a une idée, je sais pas, elle a l'air intéressante en tout cas. Donc, premier mandat, pas de référendum, mais lors d'un second mandat... Il dit peut-être. Peut-être. Un registre qui entraînerait le déclenchement d'une démarche référendaire à la condition d'y recueillir les signatures de 20% de la population, ça veut dire 1,2 million de personnes. C'est réaliste pour vous? Je sais pas si c'est réaliste, j'ai l'impression que non. Bon, personnellement. C'est réglé. Alex... Mais écoutez, je pense qu'il est important aussi de présenter les options de manière neutre et professionnelle avant d'aller plus au cœur du propos, disons. Changeons de sujet alors. Alexandre Cloutier. Alexandre Cloutier, lui, nous dit ça va dépendre de son pif. Il nous dit ça va dépendre des conditions qui vont sembler réunies 6 mois à l'avance et un conseil national tranchera de si le Parti québécois s'engagera ou non à tenir un référendum sur la souveraineté au cours du mandat à venir. Autrement dit, on multiplie les intermédiaires pour régler la question. Mais c'est-à-dire multiplier les intermédiaires. Il y a toujours beaucoup de procédurites au PQ, là. C'est rien de nouveau, c'est rien de secret, c'est rien d'inusité avec ça. Mais Alexandre Cloutier nous dit, on verra au cours du mandat à venir si les conditions sont réunies. Donc pas d'échéancier ferme. Pas de position claire, contrairement à Jean-François Lisée qui dit cette question-là, elle sera réglée dès que vous m'aurez choisi comme chef. Et il dit même si un autre candidat que moi est choisi à la chefferie, je le soutiendrai. Selon moi, le vote est déterminant. Le vote à la direction est déterminant. Ça, c'est... Pour l'instant, Alexandre Cloutier, beau gosse, semble avoir le vent en poupe. C'est pas si clair que ça. On a vu une remontée depuis le début de l'été de Jean-François Lisée, qui a fait un été qu'on pourrait dire en Lyon. Vers la fin de l'été, Martine Ouellette aussi l'a rattrapé, a beaucoup fait parler d'elle également. Là, elle fait beaucoup parler d'elle aussi ces jours-ci. Parce qu'il y a la bisbille avec Sylvain Gaudreault, le chef par intérim du PQ. La bisbille avec Sylvain Gaudreault, dont, rappelons-le, Sylvain Gaudreault serait, selon Madame Ouellette, intervenu à l'interne pour rappeler à l'ordre Madame Ouellette. Et la nouvelle aurait été publicisée, ce qu'elle n'a pas du tout digéré. Oui, tout à fait. Et il y a eu également la question de la publicité hier.
c'est dur de savoir ce qui s'est réellement passé là-dessus. Donc, Mme Ouellette aurait normalement participé à la publicité où l'ensemble des candidats affirment « Je suis Parti québécois ». Et elle aurait voulu dire « Je suis indépendantiste ». Voilà, et ça aurait été refusé. Alors, écoutez, puis là, la publicité serait malgré tout passée hier sans qu'il y ait accord entre les candidats. Il y avait aussi une question, on l'avait vu avec Manon Massé, je pense, non? Oui. Attendez, Manon Massé. Je ne suis pas au courant, vous allez m'éclairer. Je vais l'éclairer, il faut que je retrouve ça dans mes notes. Vous espériez que je vous réponds non, à ça. C'est vous l'invité. Moi, je ne suis que je ne fais que poser des questions. Bref, on a tapé sur Google. On peut Manon passer à la Massé. météo en attendant, si vous voulez. À la météo ou à la croissance personnelle. Bref, en tout cas. Vous faites ça, vous? Non, c'est déjà fait dans mon jeune âge. Donc, on a parlé d'indépendance, on a parlé un peu des petites nouvelles, si vous voulez, comment dire, latérales de ces questions-là. Il y a la question de l'identité qui refait surface. C'est fatal, on peut pas enterrer cette question-là, encore moins au Québec, j'imagine. Alors oui, c'est tout un historique, ça, pour le Parti québécois. Oui. Identité et, disons-le, laïcité aussi. Parce qu'on va parler des deux. Mm-hmm. Le Parti québécois, historiquement, est le parti à la fois de l'identité. La loi 101, par exemple. Oui. Beaucoup d'emblèmes aussi, beaucoup de mots nationaux qui ont été mis sur de nombreux programmes gouvernementaux ou ce genre de choses-là. Ouais. La politique de développement culturel. Donc, le Parti québécois a toujours eu un discours identitaire qu'on pourrait dire décomplexé là-dessus. Même chose sur la laïcité, c'est sous le gouvernement de René Lévesque qu'on a aboli la prière à l'Assemblée nationale au profit de la minute de recueillement qui débute chaque période de questions. D'accord. Les députés se lèvent et se calment. Donc, on ne prie plus. Maintenant, le PQ, on se rappelle de ce qui se passe, en 95, organise un référendum sur la souveraineté qui se termine par une défaite du camp du oui. On se souvient surtout de l'interprétation qu'en a fait Jacques Parizeau, où il a dit, on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. J'insiste sur le D. Il a pas dit le vote ethnique, c'est des votes ethniques. Voilà. Il n'en faisait pas un bloc. Il nous disait pas le vote ethnique est responsable. Il parlait des votes ethniques, donc de certains votes ethniques qui auraient fait pencher la balance. Parfait. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir fait cette interprétation-là. Bien entendu, ce n'était pas très très habile de sa part de faire ça. C'était pas le bon moment de le dire. C'était pas le bon moment, c'est ça. Il y a un moment pour faire le bilan d'une consultation, de faire une interprétation d'un échec. Sauf que les adversaires ont été bien contents. Ils ont pris la balle au bon, puis ils l'ont exploité, surexploité, re-exploité ad nauseam, en fait. Mais vous savez d'ailleurs, il y a un nommé Will Kimlicka, qui est un des penseurs du multiculturalisme canadien, qui lui ne parlait pas des votes ethniques, mais qui parlait carrément du vote ethnique comme un bloc, et disait le fait que le vote ethnique ait bloqué la sécession du Québec, c'est signe que le multiculturalisme ne mène pas au déracinement des communautés, parce que, nous dit-il, ce sont les communautés qui ont sauvé le Canada. Donc, elles ont fait acte de patriotisme. Ça serait signe de leur intégration. Tiens, c'est intéressant. Dans sa logique. Bon, on va l'inviter ici pour parler de ces questions-là. Oh, vous n'êtes pas obligé. Non, mais on peut avoir toutes les opinions ici. Oui, bien sûr. Hein, les bonnes comme les mauvaises. Ben, vous m'inviterez en même temps que lui. Alors, d'accord, mais on vous mettra loin l'un de l'autre, je pense. On a une bonne table ici. D'ailleurs, revenons donc à cette défaite référendaire. Oui. Par la suite, il annonce « Je quitte à la fin de la session parlementaire » et c'est Lucien Bouchard qui lui succède. Oui. Alors là, c'est identité zéro à partir de ce moment-là. C'est le traumatisme. On est gêné, on a honte des propos de Jacques Parizeau. Et ça va durer une bonne quinzaine d'années. Oui, ça dure longtemps, Lucien Bouchard, tout d'abord, a dit très clairement à la communauté anglophone qu'il courtisait « On ne touchera plus à l'enjeu linguistique, ne vous inquiétez pas ». Rappelons-nous aussi que Lucien Bouchard démissionne en contexte de motion de blâme qui a été votée contre un candidat péquiste potentiel qui s'appelait Yves Michaud et qui s'appelle toujours Yves Michaud. Et qui cherche encore des excuses de l'Assemblée nationale qui n'ont jamais été faites sur la base d'une accusation d'antisémitisme. Donc le traumatisme était total. Ensuite, paroxysme, disons, summum de tout ce complexe, ce malaise identitaire, André Boisclair arrive, élection de 2007, c'est l'échec. Oui. L'ADQ déclasse le Parti québécois parce qu'André Boisclair, lui, nous dit les cas d'accommodement raisonnable, ce sont les hautes cours du pays qui vont les trancher. Il perd.
Et là, Pauline Marois revient en politique. Elle lui succède et elle dit au contraire, on ne sera plus gêné de dire nous. Le malaise identitaire, c'est terminé. Elle dit, nous, l'identité, on ramène ça, on est le parti, le PQ, c'est le parti de l'identité, et on sera pas gêné. Et la charte des valeurs québécoises arrive. Alors ça, c'est plus tard. Alors c'est évidemment la route est longue entre l'arrivée de Pauline Marois en 2007, son élection en 2012, la charte des valeurs québécoises qui est déposée en 2013. Ce qui est intéressant à suivre, c'est que la charte est déposée, est présentée, le PQ qui avait beaucoup de mal avec l'opinion publique devient de plus en plus populaire, les chiffres sont au rendez-vous, les Québécois l'appuient. C'est juste. Le PQ a environ 40% d'intention de vote. Il se dit, je vais être majoritaire. Il déclenche, mais là, pour toutes sortes de raisons, l'élection ne porte pas là-dessus, se transforme en référendum sur le référendum et se solde par une défaite absolue du PQ. Le traumatisme revient. Le traumatisme revient, mais le débat n'est pas fait. On peut supposer que si la course à la direction de l'an dernier avait seulement opposé Alexandre Cloutier à Bernard Drainville, que ça aurait été la guerre civile. À ce point. Or, ça aurait été la division absolue. Or, ça a été plutôt Pierre-Carl Péladeau, qui lui était plutôt le candidat de l'indépendance ferme, qui a un peu occulté ce genre de thème-là, qui a un peu occulté le bilan de la charte, le débat qui aurait dû être fait, mais c'est aujourd'hui qu'on l'a. C'est aujourd'hui qu'il s'est fait. Mais je vous écoute, Simon-Pierre Savard-Tremblay, et d'année en année, cette question se montre le bout du nez, est réenterrée, se remonte le bout du nez, est enterrée. On dirait qu'elle n'est jamais définitivement hors de l'eau ou dans l'eau. J'ai l'impression que c'est un tic historique. Oui, on peut dire ça. Alors, avec 4 candidats maintenant qui discutent de ces choses-là, il y a notamment aussi Monsieur Adil Sharkawi qui s'est invité dans le débat et qui a épicé un petit peu les choses. Adil Sharkawi qui dirige donc le collectif contre l'islamophobie. Quand je vous dis que ça aurait été la guerre civile entre Bernard Drainville et Alexandre Cloutier l'an dernier, ça a été pas mal ça la semaine dernière entre Jean-François Lisée et Alexandre Cloutier. Parce que Lisée disait que Sharkawi allait appuyer Cloutier, qui était plus sympathique que les autres à l'égard des musulmans. Oui, il a sorti une capture d'écran où Adil Sharkawi dit, écoutez, là, je grossis le trait, je me rappelle plus des mots exacts. Il dit, en gros, Cloutier, c'est l'ouverture, Lisée, c'est l'intolérance. Voilà, c'est à peu près ça. Et Lisée a donc sorti ça pour répliquer à Agnès Maltais et semble-t-il, selon M. Lisée, qu'il y aurait eu beaucoup d'attaques de la part du clan Cloutier dans la journée. À ce point, hein? Oui, ben écoutez, il aime dire que les décibels ont été élevés, ils ont été très élevés dans cette journée-là, et ça a été un peu l'apogée de cette journée-là qui a porté sur l'identité et qui a été très porteuse de division aussi. Alors justement, maintenant, quelle conclusion de tirer de cette acrimonie, de ces décibels, tout cela? Est-ce qu'on peut parler d'identité sans se prendre aux tripes? Ben ça, je suis juste sensible. Sensible. Je t'en aime sensible, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Prenez-le pas comme ça non plus. Bon, d'accord. Mais oui, c'est un sujet extrêmement acrimonieux, extrêmement sensible. Mais je ne comprends... Le traumatisme, je ne le comprends pas. Honnêtement. Pourquoi? Disons, je pourrais le comprendre par rapport au lendemain des propos de Parizeau. Quoique, il y aurait eu moyen de dire, il est allé trop loin dans sa formulation, mais c'est pas une raison pour me remettre en question ce que nous sommes, là. Non, en effet. C'est ce qu'on aurait pu se dire. Est-on capable, je généralise énormément, excusez-moi Simon-Pierre Savard-Tremblay, mais est-ce qu'on peut parler d'identité sans marcher sur des œufs crus? Même pas des œufs cuits, mais des œufs crus, qui cassent plus facilement. Oui. Est-on capable? On devrait l'être. Il me semble que le peuple québécois a pas de complexe à avoir là-dessus, là. Le peuple québécois est un peuple ouvert de toutes ses époques. Même de la Nouvelle-France? Ben, écoutez, les exemples sont nombreux. Le premier juif élu dans tout l'Empire britannique, c'était à Trois-Rivières. Hart. Ézéchiel Hart. Hart, oui. C'est pour tester vos connaissances. Je passe l'examen? Oui, tout à fait. Vous allez m'engager, c'est gentil de votre part. Donc, oui, Ézéchiel Hart, qui d'ailleurs n'avait même pas le droit de siéger à la Chambre des communes parce qu'il était juif. Mais malgré tout, il a été réélu par la suite. Ça, c'est dans les années 1830 et des poussières? Faudrait vérifier précisément la date, là, je peux pas vous dire. Vous êtes un peu vague, hein? Là, c'est vous qui m'avez testé, là. Oui, tout à fait. Mais je vous garde quand même dans l'équipe, rassurez-vous. Merci, c'est gentil. Mais je reviens à cette question, l'identité. J'ai l'impression, encore une fois, que à l'occasion de cette course à la chefferie du Parti québécois, on avance, on recule, on va à droite, on va à gauche. C'est toujours une valse à 4 temps, si j'ose dire. Oui, mais comme je vous dis, c'est le débat qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, qui aurait été très, très violent. Mais Pierre-Carl Péladeau a éclipsé ça. Oui.
Pierre-Carl Péladeau, c'était le candidat qui faisait l'unanimité l'an dernier. Ou presque. Est-ce que si l'on arrivait à dépolitiser la question identitaire et la découpler du côté progressiste, je crois, et du côté... c'est ni à droite ni à gauche l'identité d'un peuple. Il me semble. D'ailleurs, Alexandre Cloutier s'était fait poser la question par les francs-tireurs, je crois que cette année plutôt, si vous deviez choisir entre le progressisme et le nationalisme ou l'identité, même poser cette question, c'est un peu étonnant. Pourquoi faire un choix, oui, effectivement. On peut pas faire un choix, on peut être progressiste et identitaire, pas progressiste et identitaire. Un peuple n'est ni à gauche ni à droite. Me semble-t-il. Un peuple... Moi, justement, on faisait un peu l'historique du rapport à l'identité chez les souverainistes. Oui. À la suite des propos de Parizeau, on avait honte, justement, de prôner l'identité culturelle des Québécois. Donc, les souverainistes se sont tournés vers l'identité progressiste des Québécois. Ce qui distinguait le Parti québécois, le peuple québécois du peuple canadien, c'était son progressisme. Voilà. Alors, puis d'ailleurs, les chiffres montrent que c'est pas si vrai que ça, là. Il y a sur certaines questions où les Québécois sont plus conservateurs que le reste du Canada anglais. Oui. Et puis, écoutez, c'était... De toute façon, un peuple n'est pas une communauté de valeurs. Non. C'est quoi? Une communauté de destin et de passé et d'histoire. Et puis, bien entendu, un peuple a aussi la politique de ses intérêts. Un peuple peut être plus porté sur l'interventionnisme étatique, par exemple, mais pour moi, c'est pas du progressisme, ça. C'est tout simplement avoir la politique de ses intérêts. Tout à fait. C'est ça la démocratie aussi. Si je vous comprends bien, Simon-Pierre Servat-Tremblay, le mot progressisme est un slogan. Ah, mais moi, je trouve tellement que c'est vide de sens. Ça veut dire quelque chose. Il y a une idéologie du progrès là, dans l'histoire. Là. On pourrait en reparler plus longuement. Là. Christopher Lasch l'a très bien analysé. Sociologue états-unien, ça? Exact. États-unien, c'est vrai. Et puis, le sens qu'on lui donne quand on l'utilise fréquemment, je le trouve un peu vide. Je trouve un peu que ça fait coquille vide, là, beaucoup. Là. Ben, ça fait aussi compliment à soi-même. Je suis progressiste, je suis du côté de l'histoire, je suis bien, je suis moralement blanc. Oui, puis surtout, cette manière de l'utiliser, pour les souverainistes, d'utiliser le progressisme, de dire « nous sommes progressistes au Québec versus un Canada conservateur ». D'abord, aujourd'hui, c'est totalement faux avec Justin Trudeau. On pourra pas battre le Canada sur ce terrain-là chez les souverainistes. Loin de là. Et puis, d'ailleurs, le Bloc québécois qui a martelé ça pendant des années, dire un vote pour le Bloc, c'est un vote contre la droite. Ça a ouvert la voie au NPD en 2011. Simon-Pierre il y a des options de gauche au Canada aussi. Là. Ça existe effectivement. Il reste un débat officiel le 25 septembre pour les 4 candidats au PQ et un autre... À Montréal, oui. Oui, et ensuite le 3, du 3 au 5, les militants se déposent leur bulletin de vote et le 7, on saura qui va diriger dévoilement le PQ. À Lévis. J'y serai probablement, donc on pourra en parler par la suite. Ah, merveilleux. Je serai votre reporter sur les lieux. Génial, ça va être excitant. Quel conseil donneriez-vous maintenant, il nous reste 1 minute à peine, aux 4 candidats? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Est-ce qu'il faut qu'ils se disciplinent un peu plus? Est-ce qu'il faut qu'ils clarifient les enjeux? Quel conseil donneriez-vous? Ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est une course dont l'issue est inconnue encore à ce stade-ci. Ce qu'on n'a jamais vu au PQ avant, là. Ah. Dans les courses passées, Pierre-Carl Péladeau gagnait du début à la fin. Oui. André Boisclair également. Pierre-Marc Johnson également. D'ailleurs, c'est drôle, c'est toujours avec des chiffres en 5, 85, 2005, 2015. Donc en l'an 5000, on serait indépendant. Ouais. Il y a un chiffre 5 là-dedans. Écoutez, j'ai pas fait le calcul, vous êtes meilleur en maths que moi, apparemment. Alors oui, donc il y a 4 candidats. Mais d'ailleurs, c'est toujours des chefs qui ont duré moins de 2 ans qui ont été choisis. C'est compliqué votre histoire. Mais alors, quel conseil donneriez-vous à ces gens-là? Écoutez, ça va être très très difficile pour le prochain chef de rebâtir parce que l'élection va être serrée. Les couteaux, on va les bas. Oui. Mais il va falloir qu'ils se rappellent tous les fondamentaux du parti, pourquoi ce parti existe. Ouh là là. Parfait, Simon-Pierre Servat-Tremblay. Merci infiniment. À la semaine prochaine. Absolument, avec grand plaisir. À mercredi prochain. Merveilleux. C'est la fin de l'émission.